Avant d'aborder To Africa, il va y avoir 2 slides sur Meta. Premièrement, l'implication de Meta dans To Africa se fait à travers une organisation au sein de Meta qui s'appelle Meta Connectivity, qui est l'ancienne Internet.org. Donc c'est une partie à but non lucratif de Meta ou de Facebook, si vous voulez, et dont la mission est sur ce transparent. Donc ça explique aussi l'implication de cette organisation, je dirais, dans les réseaux terrestres ou autres en Indonésie, en Ouganda, etc. Donc leur principale métrique, c'est par an, combien de personnes ont accès à Internet grâce à leurs actions durant l'année. Donc, Meta investit dans l'infrastructure de connectivité Internet. Et là, vous voyez à la fois ce que je dirais la société fait en propre et en partenariat avec des opérateurs. Ça, c'est la partie, je pense, la plus connue. Je viens de parler du bord du réseau de cœur qui est en fait les points de présence et les localisations pour des caches. Caches qui sont moins importants dans le cas, par exemple, d'applications telles que Facebook, comparé, je dirais, à Netflix, qui je dirais, l'opposé. On travaille aussi sur des aspects backhaul par rapport, donc essentiellement des réseaux terrestres. Et ce qui est moins connu, je pense, c'est l'activité avec des opérateurs sur ce qu'on appelle, nous, des réseaux d'accès. Il faut le comprendre par rapport au data center, mais qui permet aux utilisateurs des services d'avoir accès à ce cœur de réseau. Et si vous regardez certaines pages d'ingénierie de Meta, vous verrez qu'on a des activités sur des Wi-Fi très puissants, des réseaux pour les zones rurales, qui sont, je pense, assez surprenants quand on connaît que l'activité data center. Et ça, c'est en général fait en partenariat avec les opérateurs des régions concernées. Donc ça montre un petit peu tous les investissements de Meta dans cette chaîne Internet. Alors juste une chose par rapport aux discussions d'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup confondu l'Internet public et les réseaux privés des opérateurs tels que Google, Facebook, etc. Donc quelque chose à réfléchir. Alors, pour caractériser un projet sous-marin, vous l'avez vu, on parle souvent de distance et de capacité. Donc, j'ai parlé des 33 pays qui seront interconnectés. Ces 33 pays, en fait, si vous regardez par exemple l'Arabie Saoudite ou l'Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a plus d'une station dans ces pays-là. Et donc, ça justifie que ces 33 pays, pour la phase 1, représenteront 42 stations d'atterrissement. Du point de vue longueur de câble, tel que représenté sur cette carte, ça permet de couvrir 47 000 km, donc largement plus que la circonférence de la Terre à l'équateur. Et en termes de capacité, alors on voit toujours un chiffre. Là, j'ai donné une fourchette, dans la mesure où la capacité dépend, on l'a vu avec le SDM, du nombre de paires de fibres, premièrement, et ça de façon linéaire. Et suivant les parties du réseau, le nombre de paires de fibres est différent. Donc, par exemple, pour traverser la Méditerranée, il y a 16 paires de fibres. Dans d'autres parties du réseau, il y en a, ça descend jusqu'à 7 paires de fibres. Donc déjà, la capacité varie. Et d'autre part, la distance entre les stations pour lesquelles on mesure la capacité est un gros facteur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entre 100 et 500 terabits. 500 terabits, c'est la capacité sur la Méditerranée. Et 100 terabits, c'est pour les liaisons, entre guillemets, les plus difficiles. Donc, par exemple, entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, c'est de l'ordre de 100 terabits. Vu d'aujourd'hui, au moment du déploiement, on pense qu'on en aura un peu plus. Shannon va encore un peu nous aider. Donc voilà le résumé au niveau des chiffres. Maintenant, vu la taille du projet,
On a segmenté en sous-systèmes, je dirais, le projet. Donc, vous avez tout d'abord la partie Tout Africa Med entre Barcelone et Gênes comme premier système. Vous avez ensuite ce qu'on appelle Tout Africa Nord entre Gênes et Port Saïd en Égypte. Le troisième segment, c'est l'Est de l'Afrique, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, puis l'Ouest entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, et finalement, rajouté plus récemment, le système Pearls qui, en fait, va couvrir à partir de la Corne de l'Afrique et va couvrir l'Inde, le Pakistan et tous les pays du Golfe. Donc, c'était un projet assez gigantesque. D'autres caractéristiques de Tout Africa qui le différencient aussi, c'est le partenariat ou le type de consortium. Et c'est peut-être intéressant de discuter par rapport à ce qui a été fait sur les slides de Reynald sur les Simiwi, parce que on va voir que sur ce slide et le suivant, certaines différences, je pense, dues à l'histoire et aussi à des choses comme les open cable, les câbles ouverts. Donc, ce partenariat, on va voir les innovations, les aspects fiabilité, connectivité. Et connectivité, on l'a déjà vu. Mais je voudrais insister sur les aspects ouverture. Et c'est la constitution du consortium. Et je dirais, j'ai associé le constructeur ASN parce que on s'est embarqué sur un énorme projet. Alors, c'est peut-être d'ailleurs une différenciation aussi très importante, parce qu'un projet de cette taille, je ne suis pas sûr, avant la décision finale, que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un constructeur. Et ça, c'est déjà j'allais dire, une grosse différence. Ensuite, vous avez les 8 partenaires donc, qui sont sur la gauche avec les logos. L'aspect Open Cable d'un point de vue technique, c'est que la granularité du projet, c'est paire de fibres. Donc ça a beaucoup changé par rapport à Simiwi 1. Et ça a des conséquences sur la connectivité, parce que d'une certaine façon, un partenaire qui a la fibre, la paire de fibres numéro 3 a sa connectivité propre et est complètement indépendant des autres paires de fibres. Donc ça règle aussi sur le mode de fonctionnement du consortium, où ça simplifie un certain nombre de choses. Ensuite, l'aspect ouvert et non discriminatoire, le troisième point est important, c'est que le pouvoir de vote et le pouvoir de décision dans le consortium est indépendant de la part d'investissement. Donc, dans le fonctionnement du consortium, c'est assez important. Et bon, ça c'est beaucoup plus classique, la participation de tous des représentants de chaque partenaire dans les groupes de travail. Une chose qui est nouvelle aussi, je pense, dans ce consortium, c'est un working group, un groupe de travail sur la conformité, enfin ce qu'on appelle en anglais la compliance, et ce qui n'est pas rien pour un projet comme Tout Africa, quand vous regardez la connectivité et la liste des pays. Donc, pas seulement des aspects techniques, mais aussi des aspects fonctionnement pour ce type de consortium et ce type de câble. Un transparent qui est une autre façon de voir un projet sous-marin, parce que souvent on parle de distance et de capacité, et ça c'est l'aspect transmission optique, mais là je me suis attaché plutôt aussi à l'aspect infrastructure. Et donc déjà, en termes de longueur de fibre, c'est sûrement le plus long du point de vue sous-marin qui ait jamais été fait, puisqu'on n'est pas très loin du million de kilomètres de fibres sur ce réseau. Donc 21 fois la circonférence de la Terre. Et ça représente 80 tonnes de matériaux ultra purs, puisqu'on sait tous que pour atteindre les performances citées par Olivier ce matin, il faut sortir des matériaux ultra purs et dans un temps assez court.
tout le monde voit les fibres optiques, mais il ne faut pas oublier que les câbles sous-marins, c'est des câbles. Et donc, par exemple, pour un câble de grande profondeur, les fibres optiques ne représentent que moins de 1% du poids. Et j'allais dire ce qu'il reste, l'isolant, le conducteur et tous les fils d'acier et éventuellement l'armure. Mais pour le câble de profondeur, on parle du câble non armé. Ces matériaux aussi sont de grande qualité pour assurer les performances techniques pour la pose, le relevage et la durée de vie du câble. Donc ça représente à la fin de l'addition, je dirais, 50 000 tonnes de matériaux, donc pour ces 47 000 km, à répartir sur une zone géographique immense, plus à ajouter plus de 400 tonnes d'équipements immergés, les répéteurs, les unités de branchement, les RODAM dont on n'a pas tellement encore parlé, les égaliseurs, enfin toutes les boîtes accrochées au câble représentent plus de 400 tonnes. Et pour déployer ça fait plus de 6 années bateau. Donc pour l'organisation marine de ASN, c'est une petite armada quand même. Et un projet très, très complexe. Et je pense que c'était intéressant de regarder tout Africa, non pas d'un côté transmission optique Internet, mais de voir que du point de vue, en anglais on dit civil engineering, du point de vue infrastructure, c'est aussi des projets qui créent une énorme complexité. Alors, un projet comme ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, j'ai donné quelques dates. Les premiers, je dirais, travaux, réflexions, discussions à Meta ont commencé en 2018, début 2018, pour la fin de la formation du contrat et le contrat signé en mars 2020. Donc, beaucoup de discussions avec les partenaires, la sélection, la réalisation de l'appel d'offres, tout le processus, etc., la formation du contrat. Là, aujourd'hui, en janvier 2022, on est en train de réaliser le premier chargement, bateau à Calais. Et on aura tout Africa East prêt à mettre en service durant la première moitié de 2023 et l'Ouest, première moitié de 2024. Donc, c'est quelque chose de très important. Autre chose que j'ai oublié dans ce projet, mais qui est essentiel, aujourd'hui, on parle beaucoup des câbles sous-marins, et c'est bien normal, mais dans le projet Tout Africa, il y a une chose qu'on ne voit peu, mais que si vous lisez la presse spécialisée, on le voit un petit peu. Il y a une activité intense des partenaires, et Meta fait partie de cette liste, pour, j'allais dire, distribuer cette bande passante arrivant dans les stations à travers toute l'Afrique. Donc, le nombre de projets terrestres a considérablement augmenté sur le continent africain dans les 2 dernières années. Et c'est quelque chose auquel Meta participe très, très activement. Et c'est important parce que sinon, il y a beaucoup plus que 33 pays et cette bande passante doit arriver au cœur de l'Afrique. Donc il y a des projets terrestres de grandes artères au niveau africain. Alors, d'autres caractéristiques un petit peu de différenciation. On a parlé de la traversée de l'Égypte. Donc là, en fait, je dis va livrer, mais ça a été livré. On a déjà fait pas mal de mesures sur des routes complètement nouvelles qui ont été construites et Tout Africa en bénéficie comme premier projet. Et ça faisait 10 ans que des routes n'avaient pas été construites. Très proche de la zone du canal. Et historiquement, je crois que c'est le dernier projet qu'en avait bénéficié, c'est Flag. Et on sait que la fiabilité de Flag, de ce point de vue-là, était intéressante. Pour l'instant, on a 2 routes et demie, puisqu'on a des routes terrestres en vert et en bleu, mais partie du projet aussi, on a un feston en rouge pour aussi ajouter de la diversité. Et à terme, il y aura aussi une 3e route terrestre. Donc, on a insisté là-dessus. Et autre chose nouvelle, on a la possibilité technique et légale de faire une traversée toute optique de l'Égypte. Donc,
Donc d'avoir, par exemple, une connectivité entre Mombasa et Gênes, sans avoir d'équipement, sans SLTE, sans terminaux en Égypte. Donc ça, rien que ce slide-là a pris beaucoup de temps. Aussi, des fibres de dernière génération, et on sait toutes les difficultés de la traversée de l'Égypte dans tous les projets assez récents. Donc, un gros effort sur la diversité des routes, non seulement au niveau marin, mais aussi pour la traversée de l'Égypte. Du point de vue technique, le point de départ, mais qui n'est pas nouveau, qui est quelque chose qui a quelques années, c'est le fait que ça soit un open cable, donc la désagrégation entre l'infrastructure marine et les équipements de transmission dans les stations. On a poussé le plus possible à ouvrir aussi les stations, parce que historiquement, ça a toujours été une possibilité un petit peu de verrou. Utilisation du Space Division Multiplexing dont a parlé ce matin Olivier, donc un câble à grand nombre de paires de fibres, jusqu'à 16. Et pour une partie du projet, je dirais utilisation de conducteurs aluminium, on en a un peu parlé. C'est en fait, donc Meta avait déjà déployé dans un projet, je dirais un peu plus court, l'aluminium. Donc c'est la deuxième étape. Et pour nous, c'est la dernière avant le prime time. La prochaine fois, on visera du transocéanique. Aussi, un aspect qui, à mon avis, est une convergence entre le sous-marin et le terrestre. Jusqu'à présent, dans le sous-marin, l'architecture de ce qu'on appelle les RODAM, donc ce qui permet de manipuler la bande passante au niveau de la longueur d'onde et de la diriger longueur d'onde par longueur d'onde, était assez spécifique du sous-marin. Et là, il y a différents types de RODAM dans ce projet, de façon à optimiser un petit peu le coût du projet au type de branche. Et ça, c'est un élément de convergence avec le terrestre, parce qu'il y a des problématiques de congestion du réseau, qui sont des choses qui ont déjà été traitées dans le terrestre. Et donc, on peut aussi utiliser beaucoup d'outils qui ont été développés dans ces dernières années, où ces éléments ont été largement déployés dans le domaine du terrestre. Donc, un contenu, je dirais, d'innovation technologique assez important, en même temps qu'un projet d'une taille, je dirais, impressionnante. Fiabilité, j'ai choisi de parler des aspects marines. Alors, tout ce qui est ingénierie des routes, je dirais, il y a eu beaucoup de travail, comme d'habitude, je dirais, pour éviter toutes les zones présentant des risques, appliquer tout ce qui est recommandation de l'ICPC, mais aussi par rapport à tout ce qui avait été fait sur les mêmes routes, profondeur d'enfouissement dans les zones à risque augmentée de 50%. Donc, je dirais, autant il y a eu, je dirais, des optimisations un petit peu économiques performance dans certaines parties du réseau, autant sur l'aspect marine, on sait que la fiabilité du réseau est très importante. Enfin, la marine et la pose sont très, très importantes sur la fiabilité du réseau à long terme. Alors, là, c'était pour, je dirais, la présentation de Tout Africa. On en a légèrement... Enfin, je crois que quelqu'un a cité ça ce matin. Qu'est-ce que Meta regarde au-delà de Tout Africa? Toujours plus de capacité. En fait, on fait partie des gens qui motivent l'objectif de 5 pétabits pour 2030. Là, en 2021, nous avons signé le premier contrat pour un système transatlantique, 24 paires de fibres, représentant au moins un demi pétabit. Et au-delà de cette capacité d'un demi pétabit, on voit qu'il reste, j'allais dire, des voies traditionnelles d'amélioration, traditionnelles entre guillemets, au niveau de l'optique, au niveau de l'électrique. Mais, comme l'a dit Olivier, la condition, c'est sans changement profond pour les aspects fabrication et marine. Je ne pense pas que KSN apprécie si on disait il va falloir reconstruire un Calais 2. Donc,
essayer de travailler dans le cadre technologique qui a été défini depuis des dizaines d'années dans le sous-marin. Et on voit bien que l'électrique sera un problème. Alors là, j'allais dire justification un petit peu de la capacité x10 avant la fin de la décennie. On est à 1,5 pétabit, on vise 5 pétabits. Mais en fait, les étoiles que vous voyez sur cette courbe de croissance à 40% des technologies, vous voyez que le sous-marin était sur une autre pente avant. Mais pour nous, Meta, je dirais, les liaisons sous-marines sont l'interconnexion de notre réseau et on voit comment croissent, les besoins et les data centers, donc toutes les technologies électroniques. Donc on avait, je dirais, besoin de rattraper un petit peu une courbe de croissance similaire à toutes ces technologies. Et donc ça, c'est un article, je peux donner la référence, qui compare un petit peu à la fois, je dirais, les demandes, le marché, et les croissances de toutes les technologies impliquées dans les réseaux de télécommunications. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que les deux premières étoiles, c'est ce qu'on a réalisé et c'est ce qu'on est en train de réaliser. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce 5 pétabits en 2030. Et je dirais, quand on regarde les résultats des études de planning de Meta et quand on voit les objectifs tels que le métavers, on comprend assez facilement pourquoi. Alors j'ai parlé d'électrique, et plusieurs personnes ont parlé de cette limite. Et donc oui, après la limite de Shannon liée à la théorie de l'information, on va avoir la limite de la prise électrique. Donc, alors il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, à Meta, on a commencé à réfléchir à ça et à regarder très très loin. Et donc on a lancé une étude de faisabilité en partenariat avec la société dont parlait Olivier ce matin, de Guérande. Donc je la considère bretonne, et je suis breton. Donc on a une étude de faisabilité d'une bouée d'énergie basée sur la houle et le solaire, qu'on placerait au milieu d'un océan, permettant d'assurer une source très fiable. Et la fiabilité en sous-marin, c'est du style 100 feet, donc quelque chose de très très fiable, permettant de délivrer 25 kW avec une autonomie en cas de rupture totale des systèmes d'énergie de 3 mois. Donc là, c'est une chose qu'on vient de terminer, donc on vient de faire la faisabilité. Et la conséquence immédiate, c'est d'avoir, je dirais, cette source d'énergie au milieu de l'océan, c'est de doubler la capacité. C'est aussi simple que ça. Alors après, la source d'énergie est à la surface, le câble passe en dessous, donc il faut utiliser des techniques de riser, il faut une branching unit, il faut un système autour. Mais la première étape de dire une source fiable de 25 kW avec une autonomie de 3 mois est passée. Donc on va maintenant... l'objectif, c'est de collaborer avec l'industrie. Jusqu'à présent, on faisait ça dans notre coin parce que c'était la première fois qu'on a dit ça, les gens nous ont regardés et nous ont dit vous avez bu ou quoi? Et maintenant, on sait que c'est faisable, donc on cherche à collaborer largement sur le sujet. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas le genre bouée canard, c'est un peu plus grand, les tailles sont là. Mais c'est basé sur une techno de cette société Jeps Techno à Guérande, où, je veux dire, c'est largement déployé pour des bouées scientifiques, pour des bouées météo, mais à une plus petite échelle. Donc ils ont déjà des bouées à travers le monde, et ils ont aussi tous les systèmes de surveillance, etc. Donc, ça, quand vous voyez cette taille-là, en fait, ils ont une bouée qui est la moitié en taille, qui a déjà passé plus d'1 année en mer, sur un site, je dirais, où beaucoup de sociétés innovantes de Bretagne et des Pays de la Loire, ils l'ont instrumenté. Donc il y a des éoliennes, il y a des choses comme ça.
Et donc, ils ont déjà pu faire énormément de mesures. Là, cette bouée est en ce moment de retour à Saint-Nazaire pour des modifications. Donc, il y a énormément de travail. À terme, alors là, c'est peut-être pas à la fin de cette décennie, c'est de se dire, on stocke l'énergie avec des batteries, mais mettre des tonnes de batteries au milieu de l'Atlantique, je ne pense pas que les gens apprécieront longtemps. Donc, par exemple, faire un cycle complet hydrogène serait quelque chose qu'on peut aussi combiner avec des choses comme ça. Donc, ça, c'est, je dirais, un petit peu plus long terme, mais pour l'objectif de x8 dont parlait Olivier, il ne faut pas hésiter, il faut penser large.